Bonjour, on est le jeudi 23 juillet 2020 avec une météo qui s'annonce avec des éclaircies, mais bon, on n'a pas encore de cette canicule qu'on avait les années précédentes, donc voilà, le temps se fait, la météo se fait en fonction, je veux dire, des années, d'une époque n'est pas l'autre. Ici, on a une petite chaleur, mais on n'a pas de, je veux dire, une chaleur agréable. D'ailleurs, on peut aller promener, bon, tout est agréable. Ces temps-ci, on a eu de la météo qui était, je veux dire, plutôt nuageuse et pluvieuse, mais avec une certaine chaleur. Mais on ne ressent pas la canicule. Il y a aucune. Cette année-ci, on est en plein mois de juillet. On termine le mois de, enfin, au mois de, oui, de juillet. On termine ce mois de juillet et je veux dire, on n'a pas couru une forte canicule, pour ainsi dire. Donc peut-être qu'on l'aura au mois d'août, mais ça m'étonnerait, je n'en sais pas plus, je ne suis pas un devin. Donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est une température agréable, on peut s'en en satisfaire. Voilà. Ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc ce qu'on appelle un système. Bon, c'est un système. Bon, on peut l'utiliser dans pas mal, euh, pas mal de domaines. Un système. Qu'est-ce que c'est qu'un système? Mais on va dire, on peut entrevoir ça comme un ensemble, un ensemble. Alors, cet ensemble n'est pas est sujet à caution. Il est sujet à caution dans le sens où le système va être choisi de manière opportune par la personne qui désire étudier voilà, l'interaction justement de son système qui vient d'être pris en considération par rapport au monde extérieur, au milieu extérieur. Et s'il choisit un système, je m'excuse, s'il choisit un système, c'est parce qu'il veut en étudier sa consistance physique ou chimique, sa consistance physique et chimique. C'est-à-dire comment le système va évoluer avec le temps par rapport à une situation initiale et pourquoi pas une situation finale. Et on peut étudier aussi le système, comment il évolue en fonction du temps. Pourquoi pas? C'est le cas de la cinétique. On peut étudier le système, comment il évolue en fonction du temps. Là, il y a une notion temporelle. Par contre, si je prends la thermodynamique, ben, la thermodynamique, là, ça ne dépend que d'un système initial et d'un système final. Bon, peu importe les transformations qu'il y a eu du système entre la situation initiale et la situation finale. Donc, peu importe ce qui s'est passé, on se soucie en thermodynamique que du système initial et du système final, rien d'autre. La cinétique, elle justement, peut voir au niveau temporel ce qui se passe au niveau du système. Bon, mais le système peut être défini dans différents domaines. Donc, je vous ai dit en mécanique, ben, c'est la partie que l'on va étudier. On isole un ensemble d'éléments pour lesquels on aura l'interaction avec un milieu extérieur. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on aura des forces bien particulières. Parce que en fonction du système, ben, les interactions du milieu extérieur vis-à-vis du système va faire en sorte qu'on aura des forces situées à certains endroits avec une certaine norme. Voilà. Donc tout dépend le contour du système, comment il va être au niveau de la mécanique. Donc faire l'étude d'un système, c'est bien faire, on va dire, un regroupement d'éléments qui va faire partie de l'étude et dont les équations, bien sûr, vont être tirées, parce que quand je vous dis faire l'étude, ben, c'est d'étudier les équations qui vont être établies avec l'échange du système avec le milieu extérieur. Et tout dépend de ce qu'on étudie. Est-ce que c'est un système électrique? Est-ce que c'est un système mécanique? Est-ce que c'est un système électronique? Est-ce que c'est un système... on peut étudier tout ce qu'on veut comme système et voir les interactions avec le milieu extérieur. Pourquoi pas? Ouais, si je prends l'électronique, ben, je peux mettre une résistance avec un condensateur. Bon, et étudier le système, bien sûr avec une énergie qui va être fournie, le système RC, avec une énergie fournie qui est, on va dire, une alimentation. On alimente un système voilà, électronique constitué d'une résistance, d'un condensateur. On en tire toutes les équations possibles et imaginables, voilà, en fonction du courant, de la tension, au niveau temporel, tout ce que vous voulez. Voilà, et ça dépend ce qu'on va fournir aussi, ce que va fournir le système. Quel type voilà, parce que il faut, quand on dit qu'on va étudier un système, on va étudier tous ces éléments,
tous ces éléments, c'est-à-dire, bon, si je prends le condensateur et la résistance, ben, il faudra étudier ce que c'est qu'une résistance. Voilà, quel type de résistance qu'on peut avoir, quelles sont voilà, les valeurs de résistance que l'on peut avoir, quel type de résistance peuvent être utilisées dans certains cas ou dans d'autres cas, et il en est de même pour le condensateur. Voilà, faire l'étude d'un système, c'est étudier tout, c'est de savoir de quoi est constituée la résistance qu'on va voilà, mettre en circuit. Donc c'est mettre une résistance, savoir connaître la résistance complètement, savoir les différentes valeurs ohmiques que l'on a dans les résistances, les codes des couleurs, quel type de résistance, voilà, si c'est une grande, au niveau de la taille, c'est une grande, petite, moyenne, peu importe. Voilà, parce qu'il y a des grandes résistances dans les machines à laver, mais il y a des petites résistances en électronique. Bon, une résistance n'est pas l'autre. Voilà. Maintenant, les condensateurs, c'est pareil. On peut avoir des gros condensateurs, comme on peut avoir des petits condensateurs de taille. Mais on peut avoir des condensateurs d'une certaine valeur en farad, alors qu'on peut avoir des condensateurs avec d'autres farads plus petits. Il y a les microfarads, picofarads, nanofarads, voilà, microfarads. Donc vous voyez que bon, au niveau des valeurs voilà, de la capacité, mais il y a différentes valeurs de capacité. Il y a un code des couleurs qu'il faut connaître et il faut connaître tout ça. Donc, avant d'étudier le système, de mettre ces équations, c'est de savoir ce qu'on en a dans le circuit. Et dans le circuit, ben, on a une valeur de résistance donnée, connue, soit on a lu sur le code des couleurs, ou on l'a mesuré par des méthodes de mesure bien spécifiques qui donnent une précision de la valeur de la résistance, mais aussi bien du condensateur. On va mesurer la valeur ohmique, valeur du condensateur. Il existe des capacimètres qui vont jusqu'à voilà, une certaine valeur voilà, de condensateur. Voilà, il y a la gamme, voilà, il y a des gammes de capacimètres. Hein. Voilà, et alors, bon, ça c'est pour, on va dire, la partie réceptive d'énergie électrique, mais celle qui va fournir l'électricité, bien sûr, c'est une alimentation. Donc on va se poser la question, si l'alimentation fait partie du système, mais quel type d'allure a-t-on au niveau de l'alimentation qui va fournir l'énergie voilà, au condensateur et, à la résistance. Alors, la résistance est on va dire, c'est passif. Voilà, c'est un élément passif. Passif, ça veut dire qu'il va absorber de l'énergie provenant du système. Provenant, je m'excuse, de l'alimentation. Parce que l'alimentation fait partie du système. Hein. Donc si je prends une alimentation, allez, je vais la prendre continue. Je vais la prendre continue avec un interrupteur. Voilà mon système. Condensateur, c'est résistance. Voilà, résistance, voilà. Je le mets à la masse, ici, c'est la masse, ici. Voilà, j'ai mon plus, mon moins. Voilà, je mets une certaine tension. Là, j'ai un condensateur, là, j'ai une résistance. Et là, on a un interrupteur pour élaborer la mise sous tension des éléments. Voilà. Alors, quand on va fournir, quand on va fermer le circuit, ben, vous comprendrez que là, c'est un élément actif, puisqu'en fait, il va fournir de l'énergie électrique au condensateur et à la résistance. Il va fournir de l'énergie au condensateur et à la résistance. Mais maintenant, quand vous allez couper ceci, bien sûr, au départ, ces deux-ci étaient passifs, c'est récepteurs d'énergie électrique, mais ici on a un élément qui peut être aussi actif, hein, parce que quand vous allez ouvrir comment on appelle ça, le circuit, lui étant chargé, il va se décharger, il va devenir une source électrique vis-à-vis de la résistance. Il va se décharger sur la résistance. Donc, il va y avoir certaines charges qui vont s'accumuler sur le condensateur, qui vont se décharger dès le moment où on va ouvrir l'interrupteur. Donc, le générateur, donc quel est le système? Quel est le système? Au départ, le système, mais c'était résistance condensateur avec l'interrupteur et, comment on appelle ça, le générateur de tension. Et après, bon, quand on a ouvert le circuit, ben, le système n'est plus le même, parce qu'il est composé cette fois-ci du condensateur et de la résistance. Donc vous voyez que le système a changé, parce que l'étude ne va pas se faire de la même manière quand il y a une charge sur un condensateur et une résistance et une décharge d'un condensateur sur une résistance. Les lois ne sont pas les mêmes. Enfin, bon, on aura on va dire des lois qui vont différer un tout petit peu, voilà. Mais ce qui veut dire par là, c'est que l'étude, je veux dire, dit à considérer deux parties séparées, soit en charge, soit en décharge. Donc le système n'est pas le même.
n'est pas le même. En charge en charge du condensateur, voilà, et en décharge du condensateur sur la résistance. Voilà, le système n'est pas le même. Donc ce qui veut dire que le système, il faut bien le définir au départ. Voilà, en mécanique c'est pareil, on peut définir voilà, un système qui est voilà, et ça, ce que je vous ai pris là, c'est un système électrique. Je peux prendre un système mécanique. Voilà, j'étudie le poids, le poids d'un corps sur une pente donnée alpha. Et je regarde toutes les forces extérieures qui vont, enfin, toutes les forces qui vont agir sur le milieu extérieur. Voilà, donc ici, on voit bien qu'on a un bloc, le bloc et la pente. On a la bloc et la pente. Et à partir de là, on peut mettre un repère et étudier, bien sûr, il y a une action de la, de une action. Ici, c'est le bloc, le système. Hein. Le système, c'est le bloc. C'est le bloc. Puisque en fait, celui-ci va faire agir une force. On aura une force une force comment est-ce qu'on appelle, de la pente, hein, de la pente, du sol, hein, parce que ça continue à un sol. C'est pas un sol horizontal, mais c'est un sol ici qui est une pente. Voilà, on va dire, on ne peut pas parler de sol, mais on va parler de pente. Voilà, c'est une pente. Donc la force qui va interagir avec la pente et le bloc, ben, on a une certaine force. C'est l'action de mon système, c'est le bloc. Hein. C'est le bloc. C'est le bloc. Donc la pente est un milieu extérieur. Voilà. Donc le milieu extérieur va faire agir une force sur le bloc. Donc en fait, on a si vous voulez, la réaction, si vous voulez, de, la, de la pente sur le bloc. Alors là, on a le poids. Ça, c'est le poids. Le poids du bloc. Mais le poids, il est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Voilà, et la Terre, bon, c'est un milieu extérieur vis-à-vis du bloc. Donc on a le poids, on a le, comment on appelle ça, la réaction. Donc ça, c'est le poids, c'est l'action du milieu extérieur sur le système. Donc ça veut dire que le poids est attiré, la Terre attire le poids. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce sens-là. Parce que si j'étudiais le système Terre, le poids il est dirigé dans l'autre sens. Hein. Le système Terre, quelle est l'influence du bloc sur le système Terre? Là, à ce moment, c'est le poids a un sens inverse. Parce qu'on a la loi de l'action et de la réaction. Voilà, le poids, s'il est dans ce sens-là, il est dans l'autre sens. Mais tout dépend du système qu'on a pris. Voilà, ici, j'ai pris le système bloc. Donc la Terre attire le bloc. Donc on a un sens vers le bas. Voilà. En supposant que bon, une personne le sol horizontal est comme ça. Hein. Voilà. Donc celui-ci, quand je vous dis une pente, c'est par rapport au sol hein, horizontal. Voilà. Et donc on a la réaction, et bien sûr il peut y avoir certaines forces de frottement. Et les forces de frottement, je veux dire, sont aussi des forces extérieures vis-à-vis du bloc. Force de frottement, ici c'est un frottement de glissement, parce qu'il existe aussi le frottement de roulement. Quand ça roule, on a un frottement de roulement, quand ça glisse, on a un frottement de glissement. Donc c'est une force particulière de glissement, FFG. Alors on peut étudier les forces de frottement, hein, pourquoi pas. Donc on prend un système là qui est un bloc. Là j'étudie les forces de frottement. Donc je ferai une étude, autant tout à l'heure le système électrique, j'étudiais bon, l'étude du système d'un circuit RC en continu, parce qu'il existe, si je fournis une autre tension autre que le continu, on va avoir des lois différentes, fatalement, parce que voilà, l'alimentation n'a pas les mêmes formes, Donc fatalement, le circuit RC sera différent. Et alors bien sûr, il y a tous des aspects mathématiques derrière tout ça, et ici, dans ce cas-ci, il y aura des aspects mécaniques avec des équations. On aura des équations. Et par contre, pour les systèmes RC, on pourra l'étudier de différentes manières. On pourra l'étudier, je veux dire, de différentes manières. Peut être introduit les notions d'équations différentielles. Hein. Quand on a des variations, on a des équations différentielles. Donc, la plupart du temps, on a des équations différentielles dans les études, voilà, des équations différentielles. Mais si maintenant on est dans un domaine
si on est dans un domaine où il y a trop d'équations différentielles, ben on ne travaillera plus avec les équations différentielles. On travaillera avec Laplace, du Laplace. Du Laplace, voilà, ou pourquoi pas de Fourier. Si on a trop d'équations différentielles, ou si ça devient complexe, on a des outils mathématiques qui sont les transformés de Laplace, les transformés de Fourier, qui peuvent venir aider dans les circuits complexes électroniques. Ben, les circuits complexes électroniques, c'est généralement du Laplace qui va venir intervenir. Et en contenu fréquentiel, ben, c'est du Fourier. Quand je dis contenu fréquentiel, ben, je pense à des éléments, les ondes, au niveau des ondes. Hein, au niveau des ondes. Voilà, donc en fait, tout dépend du système qu'on va étudier. Si on est en mécanique, en électricité, en électronique, peu importe, hein, on peut étudier, il existe différents domaines, hein, où on peut étudier différents cas de figure de système. On isole un système et on étudie le système. Ce qui veut dire que quelque part, un système, c'est quoi? Ben, avant de définir un système, qu'est-ce que c'est? Je vais voir quand même en chimie, parce que la thermodynamique, bon, enfin, quand on étudie un système, généralement c'est en électricité, en électronique, en physique, en mécanique, peu importe les domaines, mais on étudie aussi les systèmes quand il s'agit d'échange de chaleur, hein, donc en thermodynamique. Voilà, thermodynamique est voilà, l'échange de chaleur. Par exemple, la combustion dans une machine à vapeur qui entraîne, je veux dire, une locomotive. Voilà, on met du charbon, on fait une combustion, on a la vapeur. Hein, quand on dit vapeur, ça vient de la vapeur fortement polluant, je le dis tout de suite. La vapeur, c'était fortement polluant, hein, fumée noire. Les gens étaient transportés au travers de fumée noire dégagée. Donc on avait dans des paysages une grosse sortie voilà, on avait quand même du noir qui ressortait dans tout ça. Voilà, c'était pas, je veux dire, des vapeurs propres, on va dire. D'ailleurs, il suffit d'aller voir les anciens trains à vapeur. Bon, après un certain nombre d'années d'utilisation, la vapeur n'était plus si propre que ça. Voilà. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est qu'un système, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un groupement qu'on veut étudier, un groupement d'éléments qu'on veut étudier. Et la thermodynamique, bon, veut étudier aussi, comme la mécanique étudie les forces, hein, qui sont en équilibre, les forces qui vont décrire un mouvement dynamique. Hein, soit on va avoir une force cinématique, c'est-à-dire qui va introduire un équilibre, ou une force dynamique qui va introduire un mouvement. Un mouvement. Voilà, mais la physique étudie beaucoup de choses aussi. Hein. Donc on peut mettre un système, étudier par exemple la quantité de mouvement voilà, d'un corps en mouvement. Pourquoi pas? On choisit son système, ce que c'est. Donc la notion de système est fondamentale dans beaucoup de domaines. Mais maintenant, ici, moi, je me situe en thermodynamique. Et en thermodynamique, un système, c'est ce qu'on va faire. Quelque part, le scientifique va faire vivre. Il va faire vivre le système pour l'étudier. Il va faire vivre le système pour l'étudier. Et l'étudier, c'est tirer des relations. Des relations mathématiques, des relations physiques, des relations chimiques, des relations électriques, etc. etc. Et donc la thermodynamique, bon, là on aura la chaleur, mais on étudiera la chaleur. On étudiera la chaleur. Mais la chaleur n'est pas tout seul. Hein. La chaleur n'est pas tout seul. Mais s'il y a chaleur, c'est parce qu'en fait, il y a de la matière. Parce que dans l'univers, ou sur Terre, bon, que ce soit les êtres humains ou les animaux, ben, ils ont besoin de manger pour bouger. Donc ils ont besoin d'avaler de la matière pour utiliser leur énergie qu'ils ont mangé sous forme de matière. La matière va se transformer en énergie. Voilà. Et je vous rappelle que par quelle voie? Ben, la matière, c'est quoi? Ben, c'est qu'on mange. La matière qu'on mange, c'est des glucides, lipides et protéines. Glucides, lipides, protéines. Donc quand on mange ça, ben, c'est de l'énergie. Les sucres, c'est de l'énergie. Comme on va dire le charbon pour la machine à vapeur, c'est de l'énergie. Tout comme le pétrole, c'est de l'énergie. Donc tout ça, c'est des formes d'énergie, puisque c'est des éléments carbonés. Ils contiennent des éléments carbonés. Hein, que ce soit, je veux dire, les sucres ou les graisses, ils ont des éléments carbonés. Que ce soit le pétrole, ils contiennent des éléments carbonés. Si ce n'est que le pétrole n'est pas comestible.
Voilà, le pétrole n'est pas comestible. Si, parfois faible dose pour l'industrie alimentaire, mais je veux dire, n'allez pas boire du pétrole, un verre de pétrole parce que c'est nocif. C'est nocif, c'est bon. Voilà. Euh, mais par contre, ils peuvent être, les dérivés du pétrole peuvent être utilisés à petite base pour faire des chics hein, ou dans l'alimentation, tout simplement. On peut introduire, bon, si c'est à faible dose, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, dans l'alimentation, parfois il y a des poisons, mais ils sont à faible dose. Hein. Quand ils sont à faible dose, ce n'est pas un poison. Il devient un poison quand on dépasse une limite. Parce qu'il y a même des fûts qui arrivent dans l'industrie alimentaire avec une tête de mort. Ça veut dire que bon, c'est nocif, c'est du poison, oui, mais à forte dose, c'est du poison, mais pas très. En infime quantité, ça reste un produit alimentaire. Hein. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, donc, un système euh, est défini par, si vous voulez, du consistant. Du consistant, quand j'appelle consistant, ben, on va étudier un bloc, ben, c'est un bloc de matière. C'est un bloc de matière. On veut étudier un circuit électrique, ben, on a de la matière, ben, qu'est-ce que c'est? On a quel type de matière qu'on a? Ben, une résistance. Quel type d'autre matière qu'on a? Ben, un condensateur, c'est de la matière. L'alimentation, c'est quoi? Ben, c'est tout un circuit électrique qui va fournir voilà, de l'électricité. Donc on a une consistance au niveau matière, c'est de la matière. Un système, c'est d'abord et avant tout de la matière. Voilà. Mais que va faire cette matière-là? Ben, elle va échanger soit de la matière et ou de l'énergie. Soit elle va échanger que de la matière, soit elle va échanger que de l'énergie, ou soit elle va échanger matière, énergie, ou soit elle n'échange rien du tout. Hein. Ni matière, ni énergie. On a un système isolé. Hein. Là, on n'échange rien du tout. Ben, on a un système isolé. Voilà. On a un système isolé. Voilà. Alors donc ici, donc la matière, c'est de la matière. C'est une consistance. La matière, c'est une consistance. Ben, on connaît les atomes. Les atomes forment des molécules et les molécules forment de la matière. Mais attention que je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas que les molécules. Il y a aussi les ions. Parce que bon, on n'a pas... généralement, on trouve beaucoup d'ions. Si je prends des solutions aqueuses, mais ce sont des solutions ioniques. Hein. Voilà, on a une décomposition des molécules en ions. Voilà, donc cations et anions. Donc, et quand on prend des réactions de complexion, mais on a des ions. Quand on prend des réactions acide-base, on a des ions. Quand on étudie bon, la solubilité, bon, pour voir si c'est soluble ou pas, si on va avoir un précipité, mais c'est encore au travers d'ions spectateurs et d'ions acteurs. Donc on a des ions. Donc les ions sont particulièrement présents, je veux dire, dans la matière. Quand on a des réactions redox, ce sont encore des ions. Donc n'allez pas entrevoir que les ions ce sont rares, bien au contraire. Donc la matière, c'est pas que des molécules, ça peut être beaucoup d'ions. Voilà. Donc, et ça, les molécules et ions constituent ce qu'on appelle la matière. Donc là, on a l'atome, les molécules, les ions et la matière. Voilà. Alors, donc ça, c'est la consistance, c'est la matière. Mais dans l'univers et sur Terre, on n'a pas que de la matière. Je vous ai dit, il y a un échange de matière-énergie. Et donc, les deux forment un couple. Tout comme on a l'espace-temps qui forme un couple, espace-temps, eh bien, matière et énergie, la matière et l'énergie forment aussi un couple. L'espace-temps forme un couple, la matière et l'énergie forment un couple. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Quand on parle d'espace, fatalement, quand on regarde dans le lointain, il y a cette notion temporelle qui intervient, je veux dire, par voie de fait. Hein, quand on dit oui, c'est très loin, la première chose qu'on peut se dire, c'est comment y arriver pour arriver à ce lointain. Il faudra du temps. Voilà. Et quand je dis lointain, ça peut être très lointain. Hein, on peut surpasser les galaxies. Et on comprend qu'il y a une notion temporelle un peu spécifique. Voilà. Et la matière, c'est la même chose. La matière, bon, elle n'est pas que matière consistante. On sait bien qu'on voit des étoiles, mais il y a du feu. Il y a des boules de feu. C'est de l'énergie. Et les énergies sont de différents types. Énergie calorifique, énergie électrique, énergie thermique, énergie ouais, calorifique, thermique, énergie chimique, énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est énergie potentielle et cinétique. Voilà, déjà, à la base. Énergie électrique, énergie
magnétique, parce que oui, il y a l'énergie électrique due aux charges électriques, mais on a aussi l'énergie magnétique. L'énergie, on peut trouver beaucoup de formes d'énergie, hein, et alors les interactions avec l'énergie, on a beaucoup de formes. Donc je vous ai dit, on a l'énergie mécanique, l'énergie électrique, l'énergie nucléaire, l'énergie magnétique, l'énergie chimique, l'énergie voilà, nucléaire, magnétique, chimique, euh, magnétique, chimique, mécanique, je l'ai mis, oui, nucléaire, ouais, enfin, il y a beaucoup de formes d'énergie. Si je prends la force des marées, ben, c'est une, voilà, il y a une énergie dans la force des marées, hein, certaines formes d'énergie. L'énergie du vent, l'énergie du vent, l'énergie des marées, l'énergie solaire. Bref, on peut tirer dans la nature, oui, quelques formes d'énergie, hein. Le vent, les marées, le solaire, bien sûr l'énergie des rivières. Voilà, on peut retirer pas mal de choses. Bon, on a l'énergie qui se trouve dans les, comment on appelle ça, les éclairs. Donc dans la nature, c'est pas ce qui manque, les énergies, hein. On a pas mal d'énergie qu'on peut bien sûr utiliser. On peut utiliser l'énergie solaire, l'énergie des marées, l'énergie du vent, l'énergie de ce que vous voulez. Ben, la Terre fournit quand même pas mal de choses, aussi bien de la matière. Par exemple, la matière, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont, je vous l'ai dit, la matière, c'est des molécules et des ions. Donc on peut avoir, je veux dire, du sulfate de fer sous forme de minerai, du chlorure de fer, du, voilà, euh, du cuivre oxydé en tant que minerai. Euh, on peut avoir donc dans les minerais, on retrouve les carbonates, les sulfures, les sulfures, les carbonates, les sulfates, les phosphates, les hydroxydes, et tout le tralali tralala qu'on retrouve en tant que minerai, parce que bon, les minerais ils sont pas purs, hein. Il faut les purifier en usine, donc en fait quelque part on extrait des minerais puis on purifie, on enlève la gangue et voilà, on a les minerais. Voilà. Ce qui veut dire que la Terre nous fournit de la matière. Tout comme dans toutes les planètes, il y a de la matière. Il y a même des planètes en diamant, complètement en diamant. Il y a des planètes, je dirais, avec fortement beaucoup d'or. Voilà. Et les éléments qu'on peut retrouver, ben, c'est les éléments qu'on retrouve dans le tableau MDF. Je crois qu'il y en a 103, et donc dans ces 103-là, ben, on forme toutes les matières possibles. Toutes les matières possibles qu'on retrouve, je veux dire, en tant que minerai au niveau chimie minérale, hein. Parce qu'il y a aussi la chimie organique, bon, issue de la chimie des hydrocarbures. Voilà, bon, là il y a, le synthétique qu'on fabrique, mais aussi bon, voilà, le naturel. Par exemple, je pense au gaz naturel qui est naturel, mais il y a du synthétique qu'il faut fabriquer, hein, qu'il faut passer par un tour de distillation pour avoir les dérivés pétroliers. Voilà, ça, on ne sait pas l'avoir si on n'a pas fait, voilà, s'il n'est pas passé par un tour de distillation pour donner les différents, je veux dire, les différentes substances, par exemple le kérosène, l'essence, le diesel, voilà, le gaz, de gazogène, enfin, etc., etc., etc. Bon, voilà. Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'un système, donc, c'est quoi? Ben, un système est défini par tous les éléments de matière dont il est composé et qu'on veut en faire l'étude. L'étude physique, chimique, électrique, ou peu importe, on peut faire une étude de ce que l'on veut pour établir des relations et donc établir des lois, des relations, des modèles, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, bien sûr, vous comprendrez que tout à l'heure, j'ai pris un système électrique qui était une alimentation à une résistance à condensateur. Ben, vous allez me dire, oui, ben, il y a plusieurs éléments. Ben oui, il peut être composé de plusieurs éléments. C'est pas parce qu'on a un système qu'il est composé que d'un seul élément. On n'a pas un monosystème. On peut avoir, enfin, on n'a pas forcément un système monocomposé. On peut avoir un système multicomposé. Un système multicomposé. Si je prends par exemple l'étude d'un système, ben, je veux dire, on va faire chauffer un élément pour étudier, je veux dire, la réaction qui va faire en sorte que on va mettre euh, un solide, plus un liquide, on va faire chauffer, mais on va étudier voilà, le passage solide liquide vers gaz. On va faire chauffer et on étudie sa loi de ce composé
composé de solide liquide. Donc, en fait, ici, il y a deux composés, solide liquide. Hein. C'est un mélange hétérogène. Voilà, hétérogène, parce qu'il y a deux états, un en solide et un en liquide, qui est mélangé. Donc, en fait, on a un mélange hétérogène. Et, bien sûr, on va étudier la voie de fait pour avoir le gaz. Et donc, le système, c'est ça. On va étudier le système là. Voilà. Alors, donc on n'a pas forcément qu'un seul composé, on peut avoir plusieurs composés. Tout comme si je prends un bloc, en mécanique j'étudie un bloc, mais sur ce bloc-là je lui mets je sais pas moi, je vais prendre par exemple en mécanique l'étude d'un système avec une poulie, deux poulies. Mais le système il est composé de deux poulies. Il peut avoir deux poulies et un engrenage. Il peut avoir trois engrenages et deux poulies. Voilà. Donc vous voyez que je peux avoir un moteur, deux poulies et un engrenage. Ouais, le système, ça dépend de ce que je vais étudier. Hein. Voilà, si je veux étudier les vitesses ou voilà, les rapports, le rapport d'accouplement, ben, je prends tout le système qu'il faut. S'il faudra commencer à la base, s'il est composé d'un moteur, peut-être avec un réducteur, voilà, avec les poulies, etc., ben, il faudra faire l'étude complète de tout ça. De tout ça. Il faudra faire une étude complète de tout ça. Donc, mettre les éléments en place et savoir qu'est-ce qu'on va étudier par rapport aux données qu'on en a, et qu'est-ce qui peut nous aider dans notre système, etc., etc. Donc, s'il peut nous aider dans notre système, on va le mettre dans notre système. Si on connaît déjà des données d'un élément qui est accouplé, ben, par exemple, je parle des engrenages, ben, on va aller rechercher des choses qui sont, on va inclure dans notre système des choses qui peuvent nous aider, bien sûr, à établir les inconnus du système. On va étendre notre système pour aller chercher étendre le système pour que le système soit plus, bien sûr, apte à nous donner des renseignements sur un sous-système. Donc je vais étendre mon système avec des choses qui sont connues. Voilà. Alors, voilà. Donc en fait, on va voir ici, je vous avais dit que dans un système, on a ce qui n'est pas le système, c'est le milieu extérieur. Le système, voilà. On a le système, bien sûr que je mets par un contour fictif, hein, que j'entoure pour dire que de quoi il est composé. Et ce qui n'est pas le système, mais ce qui n'est pas le système, c'est le milieu extérieur. Et maintenant, qu'est-ce que le système et le milieu extérieur? C'est ce qu'on appelle l'univers, que je ne peux pas mettre, je veux dire, avec un englobé, parce que l'univers, on ne sait pas s'il est ouvert ou fermé. C'est un peu étrange, mais voilà, je le mets comme ça, pour vous dire que c'est quelque chose d'infini et qui n'est pas fermé. Voilà, qui n'est pas fermé. Bon, parce que l'univers, on ne sait pas comment il est. Moi, je ne sais pas comment il est. J'en sais pas plus. Moi, j'en sais pas plus. Voilà, je ne peux pas vous dire comment il est. Bon, parce qu'on a les galaxies, puis dans ces galaxies, c'est renfermé dans une espèce de boule qui forme un système. Et dans ce système-là, bon, on a une multitude de galaxies qui forment tout un ensemble de systèmes, de galaxies. Et puis après, on a quoi? Ben, c'est peut-être tous ces ensembles de galaxies-là forment peut-être un amas de galaxies. Et ces amas de galaxies, ben, on a des autres systèmes qui forment tous des amas de galaxies, et ça va toujours comme ceci. Mais l'arrêt, j'en sais pas plus. Comment ça s'arrête? Donc je ne peux pas voilà, refermer ceci. Alors je le laisse avec des pointillés pour dire que c'est peut-être ouvert, c'est peut-être fermé. Mais alors si c'est fermé, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, je ne sais pas en fait. Voilà. C'est impensable, hein, c'est impensable. Comprendre ce qu'il y a quand quelque chose est. Voilà. Si c'est fermé, on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça c'est la question, je veux dire, que tout le monde pourrait se poser, mais qui est impossible à comprendre. Impossible à comprendre. Du fait déjà de l'extravagance de ces notions, je veux dire, spatiales, et du fait de ces notions temporelles, je veux dire, bon, qui sont au-delà des limites de l'imaginable. On ne sait pas imaginer ça. Et de toute façon, il n'y a aucun sens à imaginer ça, à vouloir imaginer ça, parce qu'on n'en sait rien, on n'en sait pas plus, et voilà. Voilà, ceci étant dit, donc que va échanger le système avec le milieu extérieur, je vous l'ai dit qu'il va échanger de la matière et de l'énergie. Il va échanger de la matière et de l'énergie.
Alors, l'énergie, je peux l'appeler E. Voilà, l'énergie, c'est matière. Voilà, l'énergie. Bon, je vous dis tout de suite, les échanges énergétiques, ça va être aussi bien des échanges de travail que de chaleur. Hein. Voilà, les échanges travail et chaleur. Voilà. Alors, mais dans un premier temps, je vous mets énergie. Échange de matière et énergie. Voilà. Matière-énergie. Donc le système va échanger la matière et de l'énergie. Donc un système, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est défini comme par tous les éléments de matière dont il est composé. Et ces éléments peuvent former plusieurs corps distincts, ainsi que, bon, pourquoi pas, plusieurs phases. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous ai montré un liquide, enfin un mélange hétérogène solide-liquide, où il y avait deux phases, solide et liquide, et bon, j'étudiais le passage à la phase gazeuse. Pourquoi pas? La phase gazeuse. Bon, alors le système. Bon, le système est constitué par, si vous voulez, l'échantillon de matière soumis à l'observation et donc à l'étude. Voilà. On va observer, on va faire l'étude, tirer des relations et tirer des lois voilà, de ce système. Alors, le système peut être étudié en thermodynamique, en thermochimie, en électricité, en électronique, peu importe. Voilà. Bon, mais ici, on va regarder un système thermodynamique, donc principalement l'échange matière-énergie. On va étudier l'échange matière-énergie, principalement. En thermodynamique, on n'étudie pas ce qu'on étudie en électricité. Fatalement, en électricité, on va étudier les lois électriques. Les lois électriques. Euh, si je prends un système mécanique, on va étudier des lois mécaniques. Voilà. Mais si je prends un système thermodynamique, on va étudier les échanges thermodynamiques. Donc, en thermodynamique, on va étudier les échanges thermodynamiques. Alors, quand on prend un système, c'est pour étudier les échanges thermodynamiques. Si on prend un système en mécanique, on étudiera les échanges mécaniques. Voilà. Et si on prend un système électrique, on étudiera les échanges électriques. Voilà. Tout dépend dans le milieu où on se situe. En fonction, si on veut tirer des lois, c'est des lois électriques si c'est un système électrique. Donc on étudiera les échanges avec voilà, les quantités de grandeur électrique. Mais ici, moi, si je me situe en thermo, le système, lui, il va étudier que les échanges matière-énergie. Et je dirais même, énergie, quand je parle d'énergie, j'inclus aussi le travail dedans. Le travail dedans. L'énergie, le travail, l'énergie et de la matière. Voilà. En thermo, c'est ça. Mais quand il y a la thermodynamique, la thermodynamique, c'est étudier les ventilateurs, c'est étudier les frigos, c'est étudier les machines frigorifiques, c'est étudier voilà, les centrales thermiques, c'est étudier beaucoup de choses. La thermodynamique, c'est énorme. Bon, on peut étudier tout ce qu'on veut. Bon, mais tant qu'il y aura de l'échange de matière-énergie, on peut étudier les pompes, les ventilateurs, voilà, ce que vous voulez. Du moment que vous voulez étudier l'échange de matière-énergie, ben, justement, je dirais même l'énergie, vous voulez étudier les échanges énergétiques, mais la thermo est là pour vous. C'est une branche qui est là pour vous, à être utilisée pour étudier l'échange énergétique. Il n'y a pas de problème. Et la thermo fait ça. On va étudier les échanges énergétiques avec leur bilan. Avec leur bilan. Mais bon, on peut avoir de l'énergie mécanique, il n'y a pas de problème. Hein. On peut avoir de l'énergie mécanique. Et pourquoi on peut avoir de l'énergie potentielle, de l'énergie cinétique, de l'énergie de pression. Voilà, on peut avoir de l'énergie de pression. Donc on peut avoir ce qu'on appelle de l'énergie de la mécanique des fluides. Hein, puisque la pression, c'est voilà, c'est de la physique, oui, c'est une grandeur physique, on est d'accord. Mais c'est généralement un élément qu'on retrouve en mécanique des fluides, la pression. Hein. La pression, c'est étudié en mécanique des fluides, en général. Voilà. Donc, enfin, quand je parle de la pression d'un liquide, hein, en mécanique des fluides.
ou la pression d'un gaz en mécanique des fluides, parce qu'un fluide, ça peut être aussi bien un liquide qu'un gaz. Voilà, donc on peut avoir, quand je dis les échanges énergétiques, on peut avoir des énergies de pression, des énergies de mécanique, énergie potentielle, énergie électrique. Voilà, mais la thermodynamique va étudier principalement ça. Bon, si on veut étudier les échanges énergétiques électriques, pourquoi pas? Non, mais, je pense par exemple à la, comment on appelle ça, en thermochimie, non, je m'excuse, en électrochimie, on étudie les piles, avec les potentiels d'oxydoréduction. Voilà. Mais ça, c'est une forme d'échange énergétique électrique. Donc, la thermochimie, ou on peut l'étudier aussi en thermodynamique, via voilà, l'enthalpie libre. Hein. Parce que l'équation de Nernst, c'est une équation d'enthalpie libre qui va faire en sorte qu'on va retrouver le potentiel redox à partir de l'enthalpie libre. On part de l'enthalpie libre pour trouver le potentiel de redox. Voilà, donc en fait, mais l'enthalpie libre, c'est bien une notion de thermodynamique. Donc, on va partir de la thermodynamique pour définir, si vous voulez, le potentiel électrique. Pourquoi pas? Donc, vous voyez on va partir des échanges, je veux dire, euh, des échanges avec le milieu extérieur, commencer à faire une étude sur les échanges avec le milieu extérieur pour en aboutir à arriver au potentiel redox. Au potentiel redox qui est un potentiel électrique. Oui, à partir de l'échange, je veux dire thermodynamique, ben, je retrouve le potentiel redox via l'équation de Nernst. Voilà. Alors maintenant, ce qui veut dire par là que oui, c'est de la thermodynamique, les échanges énergétiques on étudie en thermodynamique, pourquoi pas. Oui. Mais attention qu'il y a, si maintenant vous étudiez trop d'éléments chimiques au niveau de la thermodynamique, à ce moment-là, vous basculez vers un nouveau domaine, parce que la thermodynamique c'est immense. Hein. La thermodynamique est immense, elle peut toucher à tout, à tous les domaines, parce que bon, voilà, elle peut toucher à tous les domaines. Hein. Donc à ce moment-là, si vous virez trop vers de la chimie, vous allez faire ce qu'on appelle de la ça c'est la donc c'est la thermodynamique chimique. Oui, de la thermochimie. C'est de la thermochimie, oui, ou de la chimie thermodynamique. Vous allez faire de la chimie thermodynamique. Voilà. Vous allez faire de la chimie thermodynamique ou de la thermochimie. Donc ça veut dire que vous allez étudier la thermodynamique pour principalement dans le cadre de la chimie. De la chimie. Vous allez prendre des réactions chimiques, vous allez étudier les échanges énergétiques, vous allez étudier l'enthalpie, l'enthalpie libre, l'enthalpie de réaction, euh, l'enthalpie de, comment on appelle ça, de combustion, peu importe, l'enthalpie de liaison. Voilà, donc là, à ce moment-là, vous voyez que si vous faites de la thermodynamique, oui, la thermodynamique, on peut étudier beaucoup de choses. Hein. Je vous ai dit, on peut étudier les ventilateurs, les machines frigorifiques. Maintenant, si vous étudiez trop les machines frigorifiques, vous tombez dans un nouveau domaine, qui est le froid industriel. À ce moment-là, vous allez étudier, faire une part qui est voilà, le froid industriel. Vous allez inclure un nouveau domaine, qui est le froid industriel, et étudier plus spécifiquement la thermodynamique relative au froid industriel. Voilà. Donc en fait, à un moment donné, si vous faites trop, si vous étudiez trop dans un domaine spécifique, non, on va réduire le domaine thermodynamique à un niveau qui est un nouveau domaine. Si vous faites trop de chimie, vous allez retomber sur la thermochimie. Voilà, thermochimie. Alors, ceci étant dit, je vais vous prendre quelques cas de figure de thermochimie, de système de thermochimie. Eh bien, par exemple, je vais prendre un calorimètre. Je prends un système chimique, calorimètre. Le calorimètre. Mais, oui, le calorimètre, je m'excuse parce que j'ai un problème de marqueur ici.
En espérant que le rouge fonctionne. Le calorimètre, non plus. Ah ouais, je vais retirer un nouveau marqueur alors. Bon, je vais me situer. Voilà, je vais me situer au niveau de la thermochimie. Alors, c'est aussi de la physique, hein, bon, parce que bon, étudier les pression, volume, température, voilà, nombre de moles, oui, nombre de moles, ça fait partie de la chimie, d'accord. Mais pression, volume, température, ça peut être, ce sont des variables, soit de mécanique des fluides, de la physique, de la mécanique des fluides. On retrouve ça aussi en chimie. Voilà. Voilà. On va dire c'est plutôt thermophysique. Je m'excuse. Physico-chimique. Physico-chimique. Si vous faites de la chimie et que vous avez de la pression, volume, température, ben, c'est physico-chimique ça. Hein. Parce que la chimie, c'est plutôt les concentrations molaires, ce sont les expressions de la concentration. Hein. Expression molaire, voilà, c'est la température qui intervient, mais là, c'est un paramètre physique. Voilà, pression, la concentration molaire, le pourcentage en poids, le pourcentage en volume, le pourcentage volume-volume. Tout ça, c'est des expressions de la concentration. La normalité, la molalité, qu'on appelle petit m, mais ne pas confondre avec le m qui est la masse, hein, la masse en physique. Voilà, ça c'est la molalité. D'ailleurs, je peux mettre un petit O, molalité, pour distinguer de la masse. Tout ça, c'est des notions. Voilà, normalité, molalité, molarité. La molarité. Molarité, molalité, normalité, pourcentage pp, partie par million, partie par billion, etc. etc. Ouais, tout ça, c'est des notions voilà, des expressions de la concentration, voilà, la fraction molaire, etc., etc. Mais dès le moment où vous faites intervenir pression, volume, température, c'est paramètre physique. Hein. Voilà. Le nombre de moles, d'accord, nombre de moles, c'est aussi bien chimique que physique. Parce que, mais c'est plutôt chimique parce que c'est la chimie qui a défini que la mole c'était une certaine quantité de matière qui contient une masse. Mais la masse c'est physique. Hein. Voilà. Mais on dit, bon, le nombre de moles, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 particules voilà, qui contiennent autant de grammes. C'est-à-dire un Avogadro. Un Avogadro, ça a été défini par les chimistes, mais quelque part se cache derrière ça la notion de masse. La notion de masse. Bon, mais donc qui dit notion de mole et de masse. Et si, attention, concentration, si je dis une concentration volumique, c'est en litres. Donc litre, c'est encore une notion de physique. Hein. Voilà. Euh, mole, ici, c'est en mole par litre. Voilà. L'unité de mole, mole sans E, alors que la mole avec un E est la quantité de matière. Et l'unité est la mole sans E. Voilà, donc voilà, on a tous, voilà. Donc, quand vous faites de la chimie, bon, on peut faire intervenir les notions de pression, volume, température, pression de volume, température. Nombre de moles, je vous ai dit, ça fait partie de la chimie. Ben oui. Et donc, à ce moment-là, quand on étudie une concentration, est-ce qu'elle évolue en fonction de la pression? Est-ce qu'elle évolue en fonction de la température? Voilà. Si le volume il change, qu'est-ce qui se passe? Au niveau d'un gaz parfait, par exemple, qu'est-ce qui passe au niveau du gaz parfait? Si j'étudie un gaz parfait qui serait une molécule bien définie de chimie. Voilà, j'étudie une molécule chimique de chimie, j'étudie voilà, comment évolue le volume en fonction de la température, de la pression. Voilà. Comment évolue physiquement, si vous voulez, le composé chimique, on va dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Comment évolue le composé chimique en fonction de paramètres physiques. Donc en fait, quelque part, on aura des paramètres physico-chimiques. C'est ça que je veux dire. Bon, alors ce que je voulais dire ici, on va prendre quelques systèmes thermochimiques.
quelques systèmes en chimie. En chimie, quelques systèmes. Alors, je vais commencer par le calorimètre. C'est ce que je voulais mettre tout à l'heure. Calorimètre. Alors, le calorimètre, bien sûr, on va mettre... voilà, on va mettre ceci. On met un composé. Par exemple, je mets un composé chimique ici. Je mets un composé chimique. Peu importe, hein, je pèse une masse. Une masse chimique. Masse d'un composé. Je pèse une masse. Masse d'un composé. Voilà, je mets ici. Bien sûr, je vais en faire une combustion. Je vais ramener un fin fil électrique, voilà, sur, sur la masse. Hein. Sur la masse C. Ici j'ai une certaine masse. Une masse C. Ça c'est la masse du corps. J'ai un fil électrique. Voilà, avec un système qui est une alimentation. Voilà, on alimente par un système électrique avec un fil ramené au rouge pour faire une combustion voilà, de la masse de composé ici. Alors, bon, ça c'est simplement pour faire chauffer la masse. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, vous avez de l'eau tout autour. On a une masse d'eau. Une masse d'eau. Voilà. On a une masse d'eau. Et ce qui veut dire que je peux mettre même ici, hein, l'eau, c'est pas un problème. Je peux mettre l'eau ici. L'eau, je peux mettre ici. Voilà, je peux mettre ici l'eau. Voilà, comme ça, il est en contact direct. Parce que si je le mettais derrière, il n'est pas en contact direct. Hein. Je peux le mettre en contact direct. Donc voilà. Et donc, là, ça c'est ce qu'on appelle une bombe calorimétrique. J'ai un gros problème avec le marqueur, je m'excuse, je vais... Voilà. Donc ceci, c'est la bombe calorimétrique, enfin c'est l'eau. Ça c'est l'eau. C'est une masse d'eau, hein. Une masse d'eau. Ceci constitue mon système calorimètre. Voilà. Donc on va faire chauffer au rouge, on va faire la combustion de la masse de composé. Et qu'est-ce qui va se passer? Quelque part, il va y avoir un échange d'énergie entre eux. Bien sûr, il faut fermer, il faut isoler. Hein. Dès le moment où on a commencé la réaction, il faut isoler, de telle manière qu'il n'y ait pas d'échange avec le milieu extérieur, pour ne pas perdre voilà, des paramètres. Et ces paramètres-là, dans le calcul, ça risquerait de fausser toutes les mesures. Donc il faut un système le plus isolé possible, de façon à ce que tous les changes, on essaie que tous les changes, je veux dire, de chaleur faites par la combustion soient échangés avec la masse d'eau, et comme ça, la masse d'eau, on connaît la capacité du calorimètre, on sait déterminer voilà, la chaleur dégagée par le système. Bien sûr, en mettant un thermomètre ici, on va mettre un thermomètre qui va mesurer la température, voilà, bien sûr, d'un état initial SI à un état final SF. Hein. On attend l'équilibre quand on a un équilibre qu'on on a chauffé. Et ça, bien sûr, il y a des conditions. Il faut que il y a des conditions. Voilà. Et on va passer d'un système initial et à un système final. Voilà, et là on aura le système est là. Donc le système est là. On aura des grandeurs qui vont évoluer. Donc le système va évoluer d'un système initial à un système final. Qu'est-ce qui va évoluer? Vous aurez compris que c'est la température va passer d'une température initiale à une température finale, donc une chaleur initiale à une chaleur finale. Voilà, donc en fait, on étudie cette évolution, et la loi de cette évolution, vous savez que c'est Q est égal à MC delta T, en prenant en compte, bien sûr, la capacité du calorimètre. Il faut prendre la capacité du calorimètre en considération. Voilà, donc ça c'est le calorimètre. Donc le système est composé de quoi? Il est composé du thermomètre, il est composé
d'un bac qui va contenir l'eau, il va composer, je veux dire, d'une alimentation électrique chauffée au rouge, on est composé, je veux dire, d'un composé, d'une substance qu'on va étudier la combustion. Voilà. Bien sûr, là-dedans, il y a combien si vous voulez faire en laboratoire avec ça, il y en a deux. Parce que vous devez déterminer d'abord la capacité du caloromètre, ça c'est une chose. Hein, on détermine d'abord la capacité du caloromètre si vous faites du laboratoire. Et de deux, il faut déterminer, ben, je veux dire, les chaleurs, les variations de chaleur. Alors bien sûr, quand on a QI, QF, ben, il est facile et aisé de déterminer delta Q, la variation de chaleur. Parce qu'en fait, c'est QF moins QI. Voilà. Et la variation de température, c'est TF moins TI. Voilà, ça c'est un exemple que je vous ai pris de système. Et là, on est en plein dans la calorimétrie, c'est-à-dire l'étude de chaleur, et donc la thermodynamique. Bon, maintenant, les formules en général seront Q est égal à MC delta T, mais bon, à un moment donné, on n'a plus ça, hein, on va passer en delta H. Bien sûr, ici, la variation de température est peut-être aussi bien positive que négative, mais là, les delta H sont conventionnés, soit négatifs comme ceci, ou positifs pour dire que c'est exothermique ou endothermique. Mais là, il faut qu'on parle, il ne faut pas que le plus et le moins viennent faire en sorte que le delta H soit une fois positif ou négatif, qu'on ne sache plus quoi. Donc à ce moment-là, il faut que dans le delta H, hein, on ne parle plus de Q, mais de delta H, avec des signes bien définis, bien précis. Bien sûr que je ne vais pas montrer ici la convention de signes, hein, c'est pas ça le but de ce que je veux dire, mais ce que je veux dire ici, c'est que ceci, delta Q, n'est plus Q à proprement parler, mais une variation d'enthalpie. Donc soit vous l'étudiez comme ceci, Q est égal à mc delta T, ou soit on parle de variation d'enthalpie. Variation d'enthalpie qui va faire intervenir le Kelvin. Parce que là, on ne peut plus faire bouger le... Si vous voulez, là on peut... Le Q il peut bouger en fonction voilà, d'une variation positive ou une variation négative de température. Le Q va varier en signe en fonction du delta T. Il va varier en signe en fonction du delta T. Mais dans le delta H, il ne faut pas que une variation de delta T fasse en sorte qu'on ait... voilà. Donc on parlera plutôt en Kelvin qui est une échelle de température positive. On parlera plutôt en Kelvin. Et là, on n'aura plus de plus ou moins. Puisque... voilà, dans l'échelle Kelvin, on n'a pas de température négative à prendre en compte. Là, on est dans une échelle thermodynamique. Ce que je veux dire, on est dans une échelle thermodynamique ici. Là, on est dans une échelle purement thermodynamique. Donc, fatalement, on utilise le Kelvin où il ne peut pas y avoir... parce que comme c'est fortement conventionné au niveau de l'enthalpie libre, au niveau de l'entropie, au niveau de la variation d'enthalpie, tout ça c'est conventionné. Hein. Positif, ça signifie quelque chose. Négatif, une variation positive, ça signifie quelque chose. Une variation négative signifie quelque chose. Donc, pour éviter que la température ne joue un effet de, on va dire, perturbateur de signe, ben, on fait en sorte qu'on définit une température strictement positive, de façon à ce qu'elle ne vienne pas perturber, un delta ne viendrait pas, delta température ne viendrait pas perturber le signe de la variation d'entropie, d'enthalpie libre, ou que sais-je. Donc là, on fait en sorte que, comme c'est fortement conventionné en thermodynamique, mais la variation de température sera en Kelvin. Enfin, la température sera mesurée en Kelvin. Pour éviter, je veux dire qu'une fois on est un signe négatif, une fois un signe positif, pour les températures qui viendraient perturber certaines conventions, qui sont déjà, je veux dire, il y a déjà des conventions à assimiler. Mais si maintenant il y a encore des températures à tenir en compte qui sont parfois négatives mais positives, ça serait la bérésina. Donc à ce moment, on définit une température thermodynamique strictement positive qui ne va pas jouer sur les variables, on va dire les variables que la thermodynamique, je veux dire, crée. Delta H, delta G, delta S. Bon, alors je vous ai pris un système thermochimique qui est le calorimètre. Je vous prends une autre étude. Hein. Je prends un mélange de gaz. Voilà. Ici, ils ne sont pas mélangés dans un état. On a un état initial, état 1, état 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état 1? Mais
c'est la robinet fermé. Hein. Ça veut dire qu'on a les gaz, je peux pas mélanger. Si par exemple j'ai O2, N2, voilà, avec une certaine pression, une certaine température, P1, T1, une certaine pression, P2, T2, je peux avoir un volume V1, un volume V2, voilà. Et là, ça c'est la situation initiale, bien sûr. Et la situation finale, mais j'ouvre le robinet, robinet ouvert. Donc situation initiale, robinet fermé, et situation finale, robinet ouvert. Là, j'étudie les mélanges de gaz. Donc là, le gaz il va se mélanger quand vous ouvrez le robinet. Bien sûr, vous laissez à l'équilibre, hein, vous laissez un certain temps avant qu'il y ait stabilisation. Voilà. Et là, vous avez bien un système. On a un système qui est un système de mélange de gaz. Qu'est-ce qu'on veut étudier? On veut étudier le mélange de gaz. Donc on part d'une situation initiale, gaz non mélangé, et je termine par une situation finale avec un gaz mélangé, bien sûr, à l'équilibre. On laisse, je veux dire, la réaction se faire jusqu'à un état d'équilibre, bien sûr. Hein. Voilà, la situation finale, c'est pas tout de suite. Hein. Généralement, en chimie, un élément fondamental en chimie, c'est l'équilibre. Hein. L'équilibre chimique. Hein. Bon, il faut laisser quand même agir. L'équilibre chimique suppose de laisser agir jusqu'à ce qu'on arrive à des équilibres. Et les équilibres, c'est pas ce qui manque en chimie. Hein. Les états d'équilibre, c'est pas ce qui manque. Je vais vous en citer quelques-uns. Mais on a, pour avoir un équilibre, par exemple, j'ai la constante d'équilibre, le Kc. Le Kc qui, lui, va donner un Ka, constante d'acidité, qui, lui, va donner toujours ce même Kc. Si on a une base, on a un Kb. Voilà. On peut avoir une constante d'hydrolyse. Voilà. Quand on a des sels, mélange de sels dans comment on appelle ça, voilà, en pH métrie, mélange de sel, ben on peut avoir une constante d'hydrolyse. On a bien sûr, quand on a une solution, le cas de l'eau. Le cas de l'eau, qu'on appelle K-water, bien sûr, qu'on connaissait, si on a 25 degrés Celsius, on a 10 exposant moins 14. Hein. Cas de l'eau qui est une constante. Quel que soit, même si c'est de l'eau pure, H2O pure, ou si c'est une solution contenant de l'eau. Parce qu'on a toujours l'autoprotolyse de l'eau. On a toujours la réaction d'autoprotolyse de l'eau. C'est-à-dire de l'hydrolyse de l'eau sur lui-même. De l'eau H2O plus H2O. On aura toujours ça. On aura toujours ça, quelle que soit la solution. Mais maintenant, si on a de l'eau pure, c'est normal qu'on l'a. Mais le 10 exposant moins 14, c'est valable aussi bien pour l'eau pure que pour la solution. Aqueuse, bien sûr. Hein. Quand je dis solution, c'est solution aqueuse. Parce que si elle autoprotolyse, c'est parce qu'on en a que. Alors, on a donc toutes ces différentes constantes, mais on a encore des autres. Hein. On peut retrouver en chimie pas mal de constantes. Voilà. Et donc, ces constantes signifient tout simplement, oui, on a la constante de solubilité, KS, constante de solubilité, KS. Voilà, et on peut faire des rapports entre le A et KB, et ça me donne une nouvelle constante. Je peux avoir la constante des vitesses, K1, K2. Et si je fais un rapport de constante de vitesse, j'ai une autre constante, K. Voilà, et donc tout ça sont des constantes qui sont à l'équilibre. Hein. Je peux trouver encore d'autres différentes constantes. Voilà, c'est toutes des constantes qui sont à l'équilibre. Donc, ce qui signifie qu'en chimie, la notion d'équilibre est fondamentale. La notion de stabilisation d'une réaction ou peu importe est fondamentale. Donc, la chimie est régie par des constantes d'équilibre. Hein. Et encore, je ne vous ai pas mis tout parce que le but de cette vidéo n'est pas de vous mettre toutes les constantes possibles et imaginables que je peux vous trouver, je veux dire, en chimie. Hein. Voilà, donc ici, c'est pour vous dire que quand vous faites une réaction, par exemple avec les deux ballons que je vous ai montré, ben, quand vous ouvrez le robinet, vous fermez, vous ouvrez le robinet, vous attendez la stabilisation du système. Le système doit être stabilisé. Voilà, on parle de stabilité. D'ailleurs, voilà. Et alors, bon, généralement, la stabilité, il faut l'avoir obligatoirement au niveau quand les personnes font du laboratoire. Ça, c'est de 1, du laboratoire. Généralement, le laboratoire, on le fait dans des conditions spécifiques, 25 degrés Celsius, ce qui signifie 298 Kelvin. Ça, c'est la température en degrés. Ça, c'est la température en Kelvin. Et à une pression de 1 atmosphère. Voilà, une atmosphère. Et bien sûr, dans des conditions de stabilité définies. Donc, il nécessite l'équilibre.
Et à ce moment-là, on peut vous définir par exemple l'enthalpie de formation standard à l'état d'équilibre, à l'état standard qui est celui-ci. C'est un état standard. Donc on vous donnera tous des éléments, des valeurs à l'état standard, des valeurs à l'état standard. Voilà, sous forme, on sait bien qu'il y a une stabilité. En plus de ça, je veux dire, on sait bien que c'est faire des températures bien définies, pression. Et alors à ce moment, on peut faire des tables de ce que vous voulez. Hein. L'enthalpie de formation, l'enthalpie libre, enfin l'enthalpie, je m'excuse, l'enthalpie de formation, voilà. Dans des tableaux, je peux mettre ça. Alors, on peut étudier par exemple à 25 et en atmosphère et faire des tableaux. Et quand on fait des calculs, on va rechercher à 25 et en atmosphère les valeurs d'enthalpie de formation. Voilà. Donc ça c'est un deuxième système. Je vais vous faire un troisième système. On a un système, voilà, NaVa est égal à NbVb. Bon, ça c'est la loi qui en ressort. Voilà, du titrage, c'est ce qu'on appelle un titrage. Et là le système il est là. Bien sûr, lui ne tient pas tout seul, hein, il tient avec voilà, une colonne ici. On a une colonne qui vient tenir la burette bien fixée. Voilà, et on dose goutte à goutte, bien sûr en mettant voilà, des indicateurs pour avoir l'étude par exemple d'un titrage d'une base forte avec un acide fort ou d'un acide fort par une base forte. Voilà, ceci, là on a par exemple le pH. Là, je m'excuse. On peut avoir étudié ça, on a un virage, le pH il est là. En fonction de la concentration, là on a les concentrations, là on a le pH. Voilà, là on a un virage à 7. Là, en neutralité, mais ça c'est quand on a rajouté, voilà, on a un réactif ici titrant, et là on a un réactif titré. On a le titrant et le titré. En fait, voilà, le système il est composé de ça. Je peux même mettre la colonne, mais la colonne ne va pas donner, je veux dire, des éléments de mesure dans la colonne. Mais ça va donner des éléments, ouais, c'est peut-être des éléments de précision. Si la colonne voilà, ne tient pas bien, voilà, je sais pas, ça peut entrevoir que si elle n'est pas bien fixée, je sais pas, on peut entrevoir qu'on aura une mauvaise. Tout doit se faire dans les règles de l'art, le laboratoire. Hein. Voilà. Donc on va mettre des indicateurs et les indicateurs vont indiquer le virage, voilà, pour lequel on a comment on appelle ça, le virage, c'est-à-dire la neutralité. Bon, ça, le système, donc, il est composé d'un bac avec, bien sûr, et alors, on peut étudier voilà, le titre d'une solution. Connaissant le titre d'une solution, on cherche à retrouver le titre de notre solution, connaissant le VB et le VA. Voilà, le VB et le VA. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle un système voilà, qui va étudier le titrage. Bon, on peut étudier aussi quoi ben, les piles. On peut étudier les piles. Voilà, je vais étudier une pile. Là, je vais mettre un électrolyte. Il va avoir une décomposition en ions. Par exemple, Na plus Cl-. Voilà. Ou alors, je mets une solution électrolytique. Une solution électrolytique ici. Je mets une anode, une cathode, une cathode. Et j'ai un potentiel d'oxydoréduction ici qui va. Et là, un potentiel d'oxydoréduction voilà, ici à l'anode, ici à la cathode, Y. Et j'ai une différence de potentiel qui va avoir lieu grâce à un électronique qui va se décomposer en ions. L'électronique va être décomposé en ions grâce à la solution, enfin, grâce à l'eau. L'eau, on a une solution aqueuse, bah, il va se décomposer. Et à ce moment-là, si on a des ions, qui dit ion, dit conductivité ionique et donc fatalement échange d'électrons aux abords de l'anode de la cathode. Donc fatalement, c'est comme si on avait un échange d'électrons. Alors qu'on bon, a que des ions, mais c'est comme si on avait un échange électronique. Hein. Enfin, ce sont des ions qui vont créer sur le pourtour des électrodes, voilà, des électrons sur le pourtour on a un échange électronique sur le pourtour de l'anode de la cathode. Voilà, mais à l'intérieur, ce sont des ions. Attention à ça. Il n'y a pas des électrons qui circulent dans la solution. Alors ça constitue le système. C'est un système qui est une pile. Hein. Voilà. Donc on a de l'énergie chimique qui va être transformée en énergie électrique. Voilà. Alors, maintenant on peut avoir une électrolyse. C'est-à-dire que je prends une pile
je mets dans un bain toujours une électrode, une anode et deux électrodes, une anode et une cathode. Bien sûr que c'est le phénomène inverse de la pile, bien sûr, donc tout va être inversé. Et là, on a toujours une solution électrolytique, et là, on va voir ce qu'on appelle une électrolyse. On va voir une électrolyse. Voilà. Et le système de l'électrolyse, ben, le système est constitué bien sûr de la pile et de la solution que l'on a ici. Par exemple, je vais mettre du Na+ et du Cl-. On aura un phénomène d'électrolyse. Voilà, et donc ça, tout ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes. Des systèmes. Donc on a un système et le milieu extérieur, et on peut avoir des échanges entre des systèmes et le milieu extérieur. Je vous remercie.